nous allons juste utiliser TON héritage pour couvrir les échecs des TON frères CCDIA ne te dérange pas, n'est-ce pas, a dit ma mère lors d'une réunion de famille, levant son verre comme si mon argent était le leur. Je les ai juste laissés parler où ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà transféré tous les actifs à un fonds fiduciaire qu'ils ne pouvaient pas toucher. Mon nom est Alix Dubois, j'ai 38 ans et je vis à Paris. Si quelqu'un m'avait déjà vu en costume anthracite, présentant devant des actionnaires lors d'une conférence financière à la Défense, il aurait pu supposer que j'avais été élevé dans une famille bienveillante où le talent était valorisé et encouragé. Il aurait eu tort. J'ai grandi dans une ferme à 2 étages à la périphérie de Clermont-Ferrand, où l'amour n'était pas équitablement partagé et la justice semblait inexistante. Dans cette maison, personne ne comptait à quel point j'essayais, seulement combien de fois mon frère cadet trébuchait pour que toute la famille puisse se précipiter pour le soutenir, comme s'il était le seul enfant qu'ils avaient. Je suis l'aîné, Alix Dubois, fille de Henri et Denise Dubois. Des étrangers diraient que j'avais tout, 3 repas par jour, de bonnes écoles, un toit solide sur ma tête. Mais à l'intérieur, j'étais une ombre, l'enfant facile, celle qui pouvait se débrouiller seule. Personne ne me demandait si j'allais bien parce qu'ils supposaient simplement que je le serais toujours. Quant à mon frère Julien, eh bien, Julien était le ciel. Dès le début, il fut le centre de toutes les conversations familiales. Chaque fois qu'il se passait quelque chose, tous les regards, toute l'attention se tournait directement vers lui. À l'âge de 8 ans, je savais cuisiner des nouilles et faire ma propre lessive. Pendant ce temps, il était encore nourri à la cuillère par ma mère, comme un petit prince qui refusait de grandir. Je me disais que je devais peut-être me sacrifier parce que j'étais l'aîné, mais ce sacrifice s'est étiré année après année jusqu'à se transformer en habitude. Et quand j'ai commencé à le remettre en question, ils ont appelé ça de l'égoïsme. Julien a 3 ans de moins que moi, mais il a toujours été considéré comme l'homme de la maison à venir, même s'il n'a jamais rien accompli. Quand j'ai obtenu mon diplôme du lycée avec mention et que j'ai été accepté à l'école polytechnique, ma mère n'a dit qu'une chose, « Oh, je me doutais bien que tu y arriverais. » Mais quand Julien est entré dans un collège privé moyen, toute la famille a organisé un barbecue dans le jardin. Mon père a invité la moitié du quartier. Je me souviens exactement de ce que j'ai ressenti, pas de jalousie, juste un engourdissement. Je n'avais pas besoin d'applaudissements, mais je ne méritais pas d'être invisible non plus. Le contraste ne fit que s'accentuer lorsque Julien commença à échouer. Il a abandonné sa première majeure, affirmant que l'environnement ne lui convenait pas. Mes parents ont embauché un tuteur privé, l'ont changé d'école et ont blâmé le programme. La deuxième fois qu'il a abandonné, ma mère a pleuré pendant 3 jours d'affilée tandis que mon père murmurait, il n'a juste pas encore trouvé sa voie. Quant à moi, je rangeais des livres à la bibliothèque du campus pour payer mon diplôme en finance. Mais je n'étais pas entièrement seul. Il y avait une personne qui me voyait toujours, qui croyait toujours en moi, ma grand-mère, Élise Dubois, était la seule de notre famille à ne pas me voir à travers le prisme de la fille aînée capable qui n'a besoin de rien. Elle avait été veuve au début de la cinquantaine. Avant cela, elle et mon grand-père avaient construit une entreprise de fourniture de construction en France. Après son décès d'une crise cardiaque soudaine, elle a pris les rênes et en a fait une entreprise régionale bien connue. Chaque week-end, elle m'invitait, mais au lieu de films ou de virées shopping comme les autres grand-mères, elle m'apprenait à lire des rapports financiers. Quand j'avais 12 ans, elle m'a emmené à une réunion d'actionnaires. À 14 ans, elle m'a tendu une pile de pages de format lettré et a dit, ce sont les actions dans lesquelles j'investis. Choisis-en 3 que tu aimes et dis-moi pourquoi. J'ai choisi Microsoft, Johnson & Johnson et une petite entreprise de biotechnologie dont j'avais vu la mention dans Forbes. Elle a ri d'un rire fier que je n'avais jamais vu sur le visage de ma mère. Tu as l'esprit pour l'argent, pas seulement pour l'économiser, mais pour le faire fructifier. Ne laisse personne éteindre ça, pas même tes parents. Je n'ai jamais oublié ces mots. À 16 ans, elle m'a aidé à ouvrir mon premier compte d'investissement en utilisant les 300 € que j'avais économisés en donnant des cours de mathématiques aux enfants du quartier. Elle m'a dit, la liberté financière est la seule chose qui te permettra de garder la tête haute. Ces mots sont restés avec moi toute ma vie, et elle avait raison. Cela ne m'a pas seulement sauvé, cela m'a ancré quand tout dans la famille a commencé à s'effondrer à nouveau à cause de Julien. J'ai reçu l'appel de son avocat un matin de février, alors que des flocons de neige s'accrochaient encore à la fenêtre du 11e étage de mon appartement. La voix de Maître Dupont est venue du téléphone, profonde et délibérée, coupant net le rythme de ma journée soigneusement gérée. Alix, Élise vous a désigné comme bénéficiaire principal de son testament qu'elle a mis à jour l'année dernière.
Je pense que vous devriez venir cette semaine. J'ai fait une pause de quelques secondes, non pas par choc comme ma grand-mère planifiait toujours tout en silence mais parce qu'un sentiment d'angoisse m'a envahi. Hériter d'elle viendrait avec plus que des actifs, des regards indiscrets, des questions voilées et des mots déguisés en préoccupations familiales. 3 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau de Maître Dupont à Paris, des murs lambrissés de chêne, l'odeur du vieux papier et du cuir, et sur le bureau, une copie intégrale de son testament. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de la section en gras à la page 3, je lègue tous les biens immobiliers d'une station de montagne dans les Alpes, le portefeuille d'investissement, y compris les obligations d'entreprise et les actions d'énergie propre, et tous les objets de famille en ma possession à ma petite-fille Alix Dubois, lui faisant confiance pour les honorer, les protéger et les préserver de toute influence familiale indue. Julien s'est vu allouer une petite subvention de 75 000 €, bloquée par des conditions strictes, accessible seulement s'il complétait un programme de formation professionnelle ou un plan de démarrage légitime approuvé par un tiers. Le fonds serait géré par un fiduciaire indépendant, aucune ingérence familiale permise. J'ai tourné à la dernière page où elle avait écrit quelques lignes à la main. Son écriture était penchée, audacieuse et d'une certaine manière encore chaleureuse. « Alix, si tu lis ceci, il est possible qu'il te fasse pression. Ne recule pas. Cet héritage n'est pas seulement de l'argent, c'est ce que j'ai préservé toute ma vie pour quelqu'un qui en est digne. Ils ne comprendront pas. Ils se mettront en colère, mais tiens bon. Pour toi, pour eux, pour ceux qui sont venus avant. » J'ai plié les documents, j'ai pris une longue inspiration. Maître Dupont a regardé en silence. Je suppose que mes parents ne connaissent pas encore les détails. Ils savent qu'elle a laissé des actifs, mais pas comment c'est divisé. Je pense que vous devriez vous préparer. Je suis parti avec la copie dans mon sac, dans une tempête de souvenirs tourbillonnant dans ma tête comme de la neige fouettée sur un sommet de montagne. 3 mois plus tôt, aux funérailles d'Élise au cimetière communal, ma mère Denise gardait un visage composé, mais ses mains se serraient plus fort chaque fois que mon nom était mentionné dans l'éloge funèbre. Mon père Henri ne s'est pas donné la peine de cacher le fait qu'il évitait mon regard. Julien est arrivé 17 minutes en retard dans un costume froissé et s'est tenu devant comme s'il était la pièce maîtresse du deuil. Je ne leur en veux pas, mais je ne suis pas naïve non plus. Au lycée, Élise m'avait dit un jour, « Si un jour je te laisse quelque chose de grand, tu dois comprendre que tu n'hériteras pas seulement de la valeur, tu porteras le fardeau de la protéger de ceux qui essaieront de la déformer. » Je pensais avoir compris, mais ce n'est qu'en ouvrant son coffre-fort personnel que j'ai ressenti tout le poids de ce dont elle m'avait averti. Et sous des piles de dossiers d'investissement et une boîte à bijoux en velours fané, j'ai trouvé un mince classeur étiqueté « Fonds Élise Dubois pour un plan de durabilité ». Et à l'intérieur se trouvaient des plans pour convertir l'ancienne ferme en un centre de recherche solaire pour les communautés locales en France. Elle s'était discrètement associée à un groupe d'ingénieurs, avait obtenu les permis de construire préliminaires et même obtenu des subventions de 2 organisations à but non lucratif. Je suis resté figé dans son bureau, non pas pour l'argent, mais parce que sa volonté me parle encore plus clairement que n'importe quelle conversation que j'ai jamais eue avec mes parents. Quand j'ai quitté la maison de la station de montagne ce soir-là, une légère pluie avait commencé à tomber. Le toit gris argenté tremblait sous le rythme des gouttes de pluie. Je me suis retourné pour un dernier regard, la poitrine serrée. Toutes ces années passées à vivre dans l'ombre de Julien n'avaient pas tué mon esprit, mais elles m'avaient fait oublier que j'avais le droit de dire non. J'ai mis mon clignotant et j'ai tourné sur l'autoroute A6, le moteur ronronnant régulièrement dans l'obscurité. Mes pensées, bien qu'assombries par l'appréhension, se préparaient déjà à la bataille à venir, car je savais qu'une fois qu'il découvrirait la vérité, il ne serait pas seulement en colère, il viendrait chercher tout. Et je ne laisserai pas cela arriver. Le message de ma mère est arrivé un jeudi à 14h17, en plein milieu d'un appel visio avec un groupe de clients investisseurs de Lyon. Seulement 6 mots, pas de salutations, pas de ton adouci, réunion de famille dimanche, c'est important. Aussi plat qu'une secrétaire reprogrammant un rendez-vous chez le dentiste. Mais je connaissais le sous-texte, dans ma famille, une réunion ne signifiait jamais une union, c'était toujours une introduction à une exigence, généralement vêtue d'un langage moral teinté d'une culpabilité lourde comme du granit. Je me suis adossé à ma chaise, la lumière du plafond projetant une lueur stérile sur le bureau en verre. Encore une fois, je pouvais déjà deviner ce qui allait arriver. Probablement à propos de Julien. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Cet après-midi-là, Audrey Leclerc, ma meilleure amie et collègue depuis 10 ans, est passée à mon bureau avec 2 cafés latte et un air sérieux. « Qu'est-ce qui ne va pas ? On dirait que tu es sur le point d'exploser. » Je lui ai montré le message. Elle a haussé un sourcil, non surprise.
Ne me dis pas que c'est encore à propos de Julien. Je parie que c'est des dettes. J'ai remarqué une activité étrange sur les comptes fiduciaires dernièrement. Audrey a posé sa tasse, les yeux plissés. Quel genre d'activité? J'ai ouvert mon ordinateur portable, ouvrant un dossier privé. Les chiffres ne mentaient pas. Quelqu'un avait tenté d'accéder au compte d'Élise. Ils étaient sécurisés avec plusieurs couches de cryptage, mais il y a 2 semaines, il y avait eu une tentative de connexion échouée depuis une adresse IP située à Clermont-Ferrand, où mes parents vivaient toujours. J'ai figé. Seulement 3 personnes, à part moi, savaient que ce compte existait, Maître Dupont, son assistant juridique et mon père Henri Dubois. Il avait une fois demandé à voir le portefeuille pour des raisons de transparence, peu après les funérailles. J'avais dit non, fermement. Mais maintenant, je n'étais pas sûr qu'il avait respecté cette limite. Les choses se sont éclaircies lorsque j'ai vérifié ma boîte de réception professionnelle. Dans le dossier de courrier indésirable, un email était signalé d'une adresse étrange, sujet, plan de transfert d'actifs Dubois au brouillon interne. Je l'ai ouvert, les doigts tremblants. À l'intérieur, il y avait une pièce jointe PDF intitulée « Confidentiel au brouillon de restructuration du trust familial ». Le brouillon proposait la création de quelque chose appelé le « Fonds de stabilité familiale Dubois ». Créateur, Henri Dubois. Cofiduciaire, Denise Dubois. Bénéficiaire flexible, Julien Dubois. Mon nom n'apparaissait nulle part. Le brouillon indiquait son objectif, consolider toutes les propriétés immobilières, portefeuille d'investissement et objets de valeur actuellement sous Alix Dubois dans un trust familial unique. Cette restructuration vise à assurer la stabilité financière de toute la famille. À la fin du fichier, il y avait une note manuscrite numérisée, Alix résistera au début, mais mentionnait juste le danger de Julien. Elle cédera. Elle le fait toujours. J'ai quitté le bureau à 20h sans dire un mot. Pas de musique, pas de lumières allumées dans la voiture, juste ces mêmes 3 phrases se répétant dans ma tête, ils ont planifié ça. Ils pensent que je suis facile à influencer. Ils pensent que je me sacrifierai encore. Au lieu de rentrer chez moi, je suis allé directement à l'ancienne maison familiale à Clermont-Ferrand. J'avais encore une clé, un vestige des jours où je gardais leur maison chaque hiver quand ils descendaient sur la Côte d'Azur. La lumière du porche était éteinte, mais j'ai vu une lueur dans la fenêtre du bureau du rez-de-chaussée. J'ai coupé le moteur et me suis glissé par la porte de la cuisine latérale, celle que maman utilisait pour les courses. La maison sentait encore le spray pour rideaux préféré de ma mère. Je n'ai pas allumé la lumière, je suis allé directement au bureau de papa. Là, sur le bureau, se trouvait un dossier grand ouvert à côté d'un verre de whisky à moitié plein. Je me suis penché et j'ai parcouru les pages. C'était la version complète du plan de restructuration du trust, notes incluses. Un nouvel avocat, quelqu'un d'autre que Maître Dupont. Une section répertoriait les valeurs d'actifs estimées, vente de la maison de la station de montagne, environ 4 millions d'euros. Liquidation des bijoux de famille, environ 600 000 euros. Transfert de toutes les actions d'énergie propre vers des avoirs fiduciaires flexibles. Il prévoyait de démanteler tout ce que ma grand-mère avait laissé derrière elle. Une enveloppe Kraft plus épaisse a attiré mon regard. À l'intérieur, j'ai trouvé un récapitulatif des dettes de Julien, totalisant près de 320 000 euros. Cela incluait des marqueurs de casino, des cartes de crédit à la consommation et une ligne en rouge, prêt privé, source non bancaire, due dans 30 jours. J'ai pris des photos de chaque page, de chaque note, de chaque euro, puis j'ai soigneusement remis tout en place comme c'était. Il ne devait pas savoir que je l'avais vu. Sur le chemin du retour vers Paris, je n'ai pas mis de musique, je n'ai appelé personne. Une seule pensée battait régulièrement dans mon esprit, s'ils croyaient que je resterais silencieuse, ils allaient avoir une surprise. J'ai rencontré Audrey Leclerc le lundi matin, juste après l'aube. Son bureau se trouvait au 18e étage d'une tour en verre du centre-ville de Paris, un contraste frappant avec l'ancien cabinet lambrissé de chêne de Maître Dupont. Audrey n'était pas du genre à porter des costumes vintage ou à transporter des mallettes en cuir. Elle portait un blazer couleur os aux coutures impeccables, des talons en daim, et sa poignée de main avait la fermeté exacte de quelqu'un qui ne sciait pas sous la pression. « Avez-vous apporté tous les documents » demanda-t-elle brusquement. J'ai posé le dossier, feuille d'actifs, copie de testament, capture d'écran de documents non autorisés et surtout les emails qui expliquaient clairement l'intention de mes parents. Audrey les parcourut du regard, ses yeux comme des scalpels. « Si ce que vous me dites est exact, nous pouvons bloquer toute tentative d'accès de leur part. Mais nous devons agir vite. »
Vous avez 3 jours maximum. J'ai hoché la tête. Commencez maintenant. Je ne les laisserai pas prendre un seul centime de ce que ma grand-mère a bâti. Elle s'est tournée vers son assistante. Appelez le registre foncier. Commencez le transfert de titres de la maison de la station de montagne vers un nouveau trust. Préparez les documents de formation pour un trust vivant irrévocable sous le nom de Fonds Héritage EM. Tout doit être doublement sécurisé, confidentialité maximale. Cet après-midi-là, j'ai contacté Maître Dupont pour récupérer les documents physiques restants qu'Élise avait signés et lui ai demandé de l'aider à migrer le portefeuille d'investissement. Il n'a pas posé beaucoup de questions, il a juste posé une main sur mon épaule et a dit « Élise m'a dit un jour que si quelqu'un était assez perspicace pour protéger ce qu'elle représentait, c'était vous. C'est le moment de le prouver. » Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mon esprit tournait avec les codes fiscaux, les délais de traitement et ce qui pourrait arriver s'il s'en apercevait trop tôt. J'ai doublement crypté chaque identifiant, mis mon téléphone en silencieux, bloqué tout contact familial. Le deuxième jour, j'ai personnellement visité la banque qui détenait le coffre-fort contenant les bijoux de famille et les artefacts. Coffre-fort numéro 227, profondément dans le sous-sol, derrière le béton et l'acier verrouillé par empreinte digitale. Le personnel m'a conduite dans une pièce privée. De combien de temps aurez-vous besoin? 10 minutes. Je peux le faire moi-même. J'ai ouvert le coffre. À l'intérieur se trouvait la broche en saphir que ma grand-mère portait quand elle a rencontré le maire de la ville, le collier de perles transmis depuis 3 générations, son alliance et un petit carnet de ses débuts professionnels. J'ai soigneusement placé chaque article dans des pochettes de protection, m'assurant que rien n'était oublié. En quittant la banque, j'ai envoyé un message à Audrey, bijoux et souvenirs sécurisés, prêts à être transférés au fonds cet après-midi. À midi, nous avons finalisé la création du fonds Héritage EM, avec moi comme seule donatrice et bénéficiaire. Une clause irrévocable a été activée, personne, pas même les membres de la famille, ne pouvait modifier l'accès ou demander des décaissements sans mon consentement écrit. Le portefeuille d'investissement a été restructuré par une société indépendante de gestion d'actifs. Mon nom a été retiré de tous les systèmes visibles, pour les étrangers, les actifs semblaient désormais appartenir à une organisation à but non lucratif et non à un individu. Au 3e jour, tout avait été transféré. La maison de la station de montagne, le nouveau titre avait été certifié et enregistré. Le portefeuille d'actions en toute sécurité dans un compte fiduciaire spécialisé. Les bijoux, les objets de famille et les documents d'héritage en transit vers une installation de stockage sécurisée de qualité muséale. Ce soir-là, j'ai reçu un message de ma mère, Julien a de sérieux problèmes. Nous devons parler. Dimanche 15h. Peu après est arrivé un email de mon père. Pas de salutation, pas de signature, juste un document joint intitulé « Autorisation d'actifs » avec une note « Nous avons besoin que vous signiez ceci avant que le nouvel avocat de la famille ne procède à la consolidation ». J'ai éteint l'écran et je me suis penché en arrière sur ma chaise. Il pensait toujours que j'étais la même Alix obéissante qui versait le thé lors des réunions de famille, acquiesçant à toutes les décisions de mon père. Eh bien, cette fille n'existe plus. Je suis arrivé exactement à 15h. Le Range Rover de mon père était déjà garé dans l'allée. La voiture de Julien était là aussi, la Dodge Charger rouge qu'il prétendait fièrement être la moins chère à entretenir pour son image d'entrepreneur autodidacte. La porte en bois blanc s'est ouverte avant même que je ne frappe. Ma mère se tenait là, les cheveux en chignon serré, un bracelet de perles à son poignet, son maquillage méticuleux comme si elle organisait un goûter et non une manipulation familiale à grande échelle. « Tu es là, Alix. Entre. Ton père et Julien t'attendent. » J'ai franchi le seuil. L'odeur familière de Chanel numéro 5 flottait dans l'air comme un parfum imprégné de souvenirs que je voulais oublier. Le salon ressemblait à un plateau de tournage, canapé en velours, table en verre étincelante, documents soigneusement disposés au centre. Mon père Henri était assis en bout de table, chemise blanche boutonnée jusqu'au col, lunettes de lecture sur le nez. Julien était assis à sa droite, affalé dans un survêtement froissé, l'air fatigué mais s'accrochant toujours à son arrogance habituelle. Je ne me suis pas assise. Commençons. Je n'ai pas beaucoup de temps. Mon père s'est raclé la gorge, de la même manière qu'il le faisait toujours avant de se glisser dans sa persona de décideur. Alix, nous t'avons demandé de venir ici pour une affaire très sérieuse. Notre famille fait face à une crise importante. Appelez ça par son nom, les jeux coupés. Julien est noyé sous les dettes de jeu. Près d'un demi-million, n'est-ce pas?
Pas de réponse immédiate. Ma mère a pressé ses lèvres l'une contre l'autre. Julien a roulé des yeux, tapotant ses doigts sur son genou. Mon père a posé son stylo. Alors tu sais déjà. Je connais les créanciers, les taux d'intérêt. Je sais que le titre auto-paiement n'est que du jargon pour des usuriers non réglementés. Personne ne l'a nié. Ma mère a soupiré, sa voix pleine d'une inquiétude feinte. Mon fils a fait des erreurs, mais il essaie de corriger le tir, n'est-ce pas, Julien? Julien a hoché la tête faiblement, sa voix hésitante. J'ai rejoint un groupe de soutien. Je sais que j'ai besoin d'aide. Cette aide coûte 443 000 €, ai-je dit. Alors, quel est le plan? Vendre les actifs de grand-mère? Créer un trust familial? Me faire pression pour signer pour une stabilité future partagée? Ma mère s'est redressée. Tu es trop méfiante. Tout cela est pour protéger Julien. Il est en danger. Il y a des gens dehors. S'ils sont vraiment dangereux, alors la dernière chose à faire est de creuser le trou. Mais je comprends maintenant. Je suis le plan de secours. J'ai sorti un dossier de mon sac et l'ai posé sur la table en verre. Sautons les théâtrales. Ceci est la confirmation que le fonds Héritage EM est actif. Investissements immobiliers, actifs physiques, tout est légalement protégé. Personne, y compris vous, ne peut les toucher. Plus maintenant. Le visage de mon père s'est crispé. Julien s'est levé d'un bond de son siège. De quoi diable parles-tu? Je dis que la manipulation s'arrête ici. Ma mère m'a regardé comme si je venais de déclarer la guerre. Tu ne peux pas être aussi égoïste. Nous sommes une famille. Une famille ne rédige pas de documents de consolidation secrets, ne se fait pas passer pour moi pour demander des papiers, ni n'écrit des choses comme elle cédera une fois que Julien sera en danger. J'ai plongé mes yeux dans les siens. Appelez-vous ça de l'amour ou est-ce juste une stratégie? Julien a jeté les papiers sur la table. Maman, ne perds pas ton souffle. Elle ne se soucie clairement de personne ici. Je me suis tourné vers mon père. Si vous envisagez une action en justice, allez-y. Audrey Leclerc adorerait démanteler une affaire sans fondement, truffée de fausses déclarations et de fausses intentions. Tu menaces tes parents, a claqué ma mère. Non, je protège la seule chose dans cette famille qui a encore de l'intégrité, l'héritage de grand-mère Élise. Silence. Seul le tic-tac de l'horloge grand-père remplissait la pièce. Julien a claqué son poing sur la table. Alors laisse-moi mourir. Laisse-les venir me chercher. Tu dormiras très bien, n'est-ce pas? Tu n'as pas à mourir, Julien. Mais tu ne peux pas continuer à vivre au crochet de quelqu'un d'autre. Tu dois t'arrêter. Prendre tes responsabilités. Quand saurais-tu? Tu n'as jamais échoué. Faux. Tu n'as jamais eu à te défendre seul. Je l'ai fait 100 fois, sans que personne ne me tende la main. Ma mère s'est soudain adoucie. Elle s'est penchée, sa main reposant doucement sur la mienne, comme si elle se glissait de nouveau dans un rôle maternel. Alix, tu es capable, mais tu n'es sûrement pas sans cœur. Julien est de ton sang. J'ai calmement retiré ma main. Le sang ne signifie pas une dette à vie. Si j'aide maintenant, je ne fais que laisser Julien mourir plus lentement. Mon père s'est levé et a saisi sa mallette. Bien. Si tu veux te battre, tu l'auras. Je me suis levé aussi, ajustant mon blazer. Si cela signifie vous empêcher de détruire ce que grand-mère a laissé derrière elle, alors oui, je suis prête. En sortant de cette maison, je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi, j'entendais Julien crier, ma mère m'appelait par mon nom comme une réplique tirée d'une pièce de théâtre usée. Mais en moi, une seule chose résonnait, les mots de ma grand-mère, écrits un jour dans les marges de son journal, tiens bon, car parfois, la gentillesse n'est qu'un autre mot pour la manipulation. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Une voix masculine profonde a retenti, hésitante mais stable. Bonjour, c'est l'oncle Marc. Son nom a résonné dans ma tête comme un fantôme d'une enfance oubliée. Le frère aîné de mon père, celui qui avait disparu des réunions de famille quand j'étais encore au lycée. Toute la famille le mentionnait à peine, et quand il le faisait, c'était par des phrases coupées, comme « le traître », celui qui rendait toujours les choses difficiles. Je suis surprise que vous ayez mon numéro. Maître Dupont me l'a donné, a-t-il dit. Vous êtes dans une situation compliquée. Je me suis assise, serrant ma tasse de café.
C'est une façon de le dire. Il y a des choses que vous devez savoir. Non pas pour faire du mal à qui que ce soit, mais pour comprendre comment les choses en sont arrivées là. Pouvez-vous me rencontrer cet après-midi? Café Le Refuge, 16 heures. Marc Dubois avait considérablement vieilli, mais ses yeux restaient vifs et alertes. Il portait une chemise boutonnée gris clair, sans cravate, une présence calme, en contradiction totale avec la façon dont mon père avait l'habitude de se moquer. Marc joue toujours le noble, mais ne peut pas gagner. Un sou. Quand je me suis assise, il a fait un signe de tête polie et m'a tendu une épaisse enveloppe. À l'intérieur, il y a tout ce dont vous avez besoin pour comprendre. Cela n'a pas commencé il y a quelques mois. Votre famille, en vérité, s'enfonce à cause de Julien depuis plus d'une décennie. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe tout de suite. Je voulais l'entendre directement de lui. Commencez par le début. Marc a soupiré, comme s'il dénouait enfin un nœud qu'il tenait depuis 10 ans. Quand Julien était en deuxième année à HEC Paris, il a accumulé plus de 40 000 € de dettes de jeu. Cela a commencé par des paris sportifs, puis le poker, puis des emprunts auprès de personnes très dangereuses. Vos parents ne voulaient pas que quiconque le sache, alors ils ont secrètement mis la maison de Clermont-Ferrand en garantie pour rembourser. Mes sourcils se sont froncés. Ils ont hypothéqué la maison à l'époque? Oui. Puis, quand Julien a ouvert ce bar dans une petite ville de province, il n'a duré que 6 mois avant de couler. Ils ont contracté des prêts à taux d'intérêt élevés pour couvrir cela. Les années suivantes n'ont été qu'une succession d'échecs, une application mobile inutilisée, une entreprise de location de voitures de luxe où les voitures étaient constamment rendues en retard ou endommagées. Comment ont-ils caché tout cela? Marc m'a regardé avec des yeux tristes. Parce que tu n'as jamais rien demandé. Tu as étudié, travaillé, géré ta vie toi-même. Et tant que tu ne demandais rien, il ne disait rien. Ce que tu ne sais pas, c'est que la maison a été hypothéquée une 3e fois. Ils ont vécu à crédit, attendant que la succession d'Élise soit partagée. Mes poings se sont serrés. J'ai eu l'impression qu'une lame me transperçait la poitrine. Ils sont complètement ruinés. Marc m'a tendu une tasse de thé chaud. Même leurs comptes de retraite ont été vidés. Ton père a menti et a dit qu'il faisait des investissements à long terme. Son cabinet d'avocat a perdu des clients au profit de cabinets plus jeunes. Ta mère a vendu une partie de sa collection de bijoux juste pour s'en sortir. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des contrats hypothécaires, des formulaires de transfert d'actions. Tout portait des signatures originales. Chaque document était une coupure de papier au cœur, non seulement à cause de l'argent, mais à cause du silence toxique étiré au fil des ans. Pourquoi maintenant? Parce que Maître Dupont m'a appelé. Il a dit, si quelqu'un pouvait vous aider à voir la situation dans son ensemble, ce serait l'homme que votre père a mis de côté pour protéger Julien. J'ai un jour investi dans une petite entreprise avec Henri. Quand elle a commencé à perdre de l'argent, j'ai suggéré que nous vendions pour minimiser les pertes. Henri a refusé, disant qu'il fallait que Julien reste un partenaire fondateur. Au final, nous avons tous les deux tout perdu. J'ai pris une longue inspiration. Pourquoi vous avez quitté la famille? Pas exactement. Je suis parti parce que j'ai réalisé que je ne pouvais pas sauver des gens qui continuent de choisir de protéger celui qui fait le mal. Mais Élise est restée en contact. Elle m'a dit que si les choses tournaient mal, tu serais la seule assez forte pour les arrêter. Je me suis penché en arrière, me sentant comme si une lourde poussière s'était enfin levée de ma mémoire. Elle a toujours su. Marc a hoché la tête. Et elle a cru en toi. Pas pour garder l'argent, mais pour garder ce qui est juste. Parfois, la seule personne qui dit non est la seule qui sait encore aimer correctement. J'ai regardé par la fenêtre. Une légère pluie avait commencé à tomber, fraîche et sobre, tandis qu'elle tapait sur la table. Ce combat n'était plus une question d'argent. Il s'agissait de tracer la ligne finale de clarté dans une famille à la dérive. 3 jours après avoir rencontré l'oncle Marc, j'ai envoyé un court email à mes parents et à Julien, dimanche, 10 heures. Lieu, mon appartement. Présence obligatoire pour tous. Personne n'a répondu, mais le dimanche matin, pile à l'heure, les 3 se sont présentés. Mon père portait un costume complet, comme s'il se rendait au tribunal. Ma mère avait une robe en velours émeraude, son visage maquillé à la perfection comme un masque de porcelaine. Julien portait un sweat à capuche gris, les mains dans les poches, le regard droit mais vide.
Mon penthouse n'était pas décoré pour recevoir de la famille, tout était anguleux, propre et ne laissait aucune place au théâtre émotionnel. Au centre de la table se trouvaient des dossiers, des stylos et 2 verres d'eau. L'avocate Audrey Leclerc était assise à mes côtés, ses lunettes sans monture posées sur le nez, les yeux ne quittant jamais l'écran de l'ordinateur portable où l'accord était déjà ouvert. Personne n'a échangé de salutations. J'ai commencé, nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour négocier. Chaque décision sera basée sur 3 principes, clarté, conditions et plus de manipulation. Julien a ricané. Ça ressemble plus à un contrat de location qu'à une réunion de famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Si vous voulez continuer à vivre dans un espace payé avec de l'argent propre, vous feriez mieux d'être attentif. Ma mère a commencé à parler. Il n'y a pas besoin d'être si dur. J'ai levé la main. Maintenant, première partie, à propos de Julien. Vous serez entièrement financé pour entrer dans un programme en internat au centre de récupération Chemin de Cèdre, une installation spécialisée dans le traitement de la dépendance financière et des comportements à risque. Le programme dure 90 jours. Je couvrirai tous les coûts avec mes fonds personnels. Cela n'a rien à voir avec la succession de grand-mère Élise. Les yeux de Julien se sont écarquillés. Tu me mets en cure de désintoxication? Tu t'y toi-même. Je te donne juste une dernière porte de sortie. Si tu refuses, tout soutien prend fin immédiatement, y compris la protection juridique. Mon père s'est penché en avant. C'est de la contrainte? Non, c'est une limite. Passons à tes finances. J'ai ouvert un dossier et l'ai fait glisser vers mon père. Ceci est un plan de restructuration de dette élaboré par un conseiller indépendant. Il comprend la vente de votre maison actuelle, le déménagement dans un appartement plus petit, la consolidation des prêts à taux d'intérêt élevés en un seul gérable, et l'arrêt de tout nouvel emprunt. Ma mère a sifflé doucement. La maison du bois. Ton père l'a construite de ses propres mains. Et l'a hypothéquée 3 fois pour payer les dettes de Julien. Personne n'a plus le droit émotionnel de l'appeler un symbole familial. J'ai ouvert le 3e dossier, concernant la dette actuelle de Julien. Le total est de 442 600 €. Sur ce montant, seuls 318 000 € sont des prêts bancaires légaux, des cartes de crédit et des institutions financières enregistrées. Le reste? Pas de contrat. Taux d'intérêt illégaux. Je ne paierai pas, Julien est resté silencieux. Ma mère était sur le point de s'objecter, mais Audrey a pris la parole pour la première fois. Si vous essayez de rembourser des dettes non vérifiées, vous encouragez les usuriers. Mademoiselle Dubois n'enfreint pas la loi. Elle vous empêche de commettre un crime. J'ai fermé le dossier. Si Julien termine le traitement et montre des progrès grâce à des évaluations cliniques, je l'aiderai à négocier ses dettes légales. Mais je ne transférerai pas un sou à qui que ce soit tant qu'il y aura le moindre signe de rechute. Julien a chuchoté. Et si j'échoue? Alors tu devras apprendre à faire face aux conséquences. Personne ne peut vivre la vie de quelqu'un d'autre pour toujours. Mon père a secoué la tête. Et Élise? Elle voulait que cette famille reste unie. Pas en achetant le pardon avec de l'argent. Elle a laissé sa succession pour que nous puissions apprendre à nous défendre, pas pour que tout le monde continue de s'y appuyer. La pièce est tombée silencieuse. Personne n'a rien signé. Pas encore. Je n'avais pas besoin de leur signature. Ce n'était pas un contrat. C'était un tournant. Je n'étais pas venu ici pour mendier de l'amour. J'étais venu dire ceci, les choses ont changé. Si quelqu'un dans cette famille veut se sauver, c'est le moment. J'ai fait ma part. Julien m'a regardé, plus défiant, juste fatigué. L'admission au centre, lundi. J'ai réservé ta place. Ma mère a essuyé des larmes mais est restée silencieuse. Mon père s'est détourné, ses doigts tapotant légèrement sur la table en bois comme s'il pesait son dernier mouvement. Je me suis levé. Cette réunion est terminée. Si vous voulez un nouveau départ, commencez par l'honnêteté. L'après-midi de novembre à la station de montagne dans les Alpes était pâle sous les nuages, l'odeur du pain humide se mêlait au froid comme du velours enveloppant une maison en bois blanc. Je me tenais sur le porche, les mains autour d'une tasse fumante de thé à la menthe. Dans le jardin, les dernières feuilles d'érable rouge tourbillonnaient sur la terre sombre, atterrissant sur le chemin de pierre que je venais de restaurer. La maison qu'Élise m'avait laissée, après des mois de rénovation historiquement fidèle, se sentait maintenant installée, vraiment mienne. Tout était préservé selon ses notes, les rampes en chêne rouge,
le vitrail artisanal au-dessus de la cuisine. À l'intérieur, la salle de lecture abritait toujours la chaise en cuir marron où elle s'asseyait chaque soir. Le lampadaire en laiton projetait toujours une lueur chaleureuse sur l'étagère garnie de vieux livres reliés en cuir. J'ai placé une petite photo sur la table d'appoint, nous deux lors d'un voyage quand j'avais 16 ans, sa main posée sur mon épaule, son sourire en disait plus que les mots. Il y a 3 jours, Julien a appelé. Je voudrais te donner des nouvelles. J'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café de la rue principale d'une ville universitaire, où il séjournait temporairement dans une unité d'hébergement transitoire après son traitement. Julien semblait plus mince, mais la panique dans ses yeux avait disparu. Je travaille dans une pépinière. C'est un travail léger, mais j'aime ça. Voir la verdure chaque matin, ça apaise le bruit dans ma tête. Et ton groupe de soutien? J'y vais toujours régulièrement, 3 soirs par semaine. Certains jeunes m'envoient des messages pour de l'aide avec les devoirs ou des problèmes émotionnels. J'ai l'impression de ne plus être un élément superflu. Je n'ai pas répondu tout de suite. Une partie de moi restait prudente, mais une autre partie espérait silencieusement. Tu as fait la moitié du chemin. N'arrête pas maintenant. Il a hoché la tête. Quand nous nous sommes séparés, Julien n'a rien demandé. Pas de culpabilisation, juste un simple « merci de ne pas m'avoir jeté », même si tu avais toutes les raisons de le faire. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Cette phrase était suffisante. Mes parents vivent maintenant dans un appartement de 2 chambres dans une petite ville en banlieue. La maison de Clermont-Ferrand avait été vendue. La plupart des recettes ont servi à couvrir les dettes. Ils ne passaient plus leurs vacances sur la Côte d'Azur ni n'organisaient de cocktails. Ma mère s'est inscrite à des cours de cuisine au centre communautaire local. Mon père, après quelques résistances, a pris un poste d'associé juridique dans un cabinet d'avocats plus jeune, moins de prestige, plus de stabilité. Je ne leur rendais pas souvent visite, mais nous parlions régulièrement, des appels de 10 minutes, juste assez pour maintenir le lien intact, mais sans que cela m'étouffe comme avant. Ce soir-là, en réorganisant le tiroir du bas sous la bibliothèque, j'ai trouvé une petite boîte en velours nouée d'un ruban ivoire. Pas d'étiquette, pas de note. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un collier d'émeraude qu'Élise ne portait que lors des occasions les plus formelles. Glissée en dessous, une lettre pliée scellée à la cire rouge. Son écriture était indubitable. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Cher Alix, si tu lis ceci, cela signifie que tu as choisi de rester. Tu as choisi de t'accrocher à ce que personne d'autre dans cette famille n'a osé, la force alliée à la grâce. Je ne t'ai pas légué la succession parce que je croyais que tu étais doué avec les chiffres. Je l'ai fait parce que tu es la seule à comprendre que l'argent n'est pas le but, c'est le moyen de protéger ce qui compte. Le véritable héritage, Alix, ne se trouve pas dans les comptes d'épargne ou les actions. Il réside dans la capacité de dire non quand les autres veulent que tu oublies ta valeur en échange d'une paix contrefaite. La famille peut changer ou non, mais toi, tu as déjà changé. Je suis fier de toi. Élise. J'ai replacé la lettre à l'intérieur et j'ai fermé doucement la boîte. La pièce semblait plus calme, comme si les murs eux-mêmes pouvaient entendre les battements de mon cœur. Dehors, la neige a commencé à tomber légèrement, juste assez pour saupoudrer le chemin de pierre, recouvrir les avant-toits en pain et faire étinceler les lumières intérieures comme de petits cristaux à travers les fenêtres. Je n'avais plus besoin de rien d'autre. L'héritage était là, dans la quiétude, dans les limites, dans chaque souffle, plus contrôlé par personne d'autre que moi. L'histoire d'Alix nous rappelle qu'être né dans une famille ne signifie pas toujours être aimé de la bonne manière. Elle a trouvé le courage de tracer une ligne et de s'éloigner du rôle du sauveur pour honorer ce qui comptait vraiment dans la vie réelle. Son parcours nous rappelle que la gentillesse ne devrait jamais être utilisée comme excuse pour que les autres profitent. Parfois, la plus grande force n'est pas le pardon, c'est d'avoir le pouvoir de dire « assez » et de vivre selon notre propre vérité, peu importe ce que les autres attendent. Que pensez-vous des choix d'Alix? Auriez-vous le courage de fixer ses limites? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires familiales puissantes et de parcours personnels.